Rose-Hélène, c'est vraiment un grand plaisir pour moi qu'on ait quelques minutes ensemble, tout de suite en partant de Vinland. On est dans la culture viking, la culture scandinave. Comment ça, Rose-Hélène Tremblay a eu la motivation de s'intéresser à cet univers-là? Oui, c'est étrange, hein? On ne peut pas comprendre exactement tout ce qui nous intéresse. Il faut qu'on y arrive. Mais le roman que j'avais fait, qui avait précédé celui-là, c'était en Nouvelle-France. Ça se passait au début de la colonie, là, à peu près au 17e siècle. Et une fois que j'ai eu fini ce roman-là, j'ai senti le besoin d'aller encore plus loin dans le temps, puis plus loin en Terre d'Amérique. Qui habitait la Terre d'Amérique? Et puis je me suis mis à regarder des livres d'histoire, puis c'est un peu là que j'ai découvert que la Terre d'Amérique était habitée, bien sûr, depuis 8 à 10 000 ans par les Autochtones, mais en l'an 1000, les Vikings étaient venus jusqu'à Terre-Neuve. Et puis, possiblement, dans la vallée du Saint-Laurent, possiblement aux États-Unis, ils avaient traversé dans le Mississippi, possiblement, parce que je ne vous dirai pas tout ce qu'on a retrouvé pour publier notre thèse, mais concernant Terre-Neuve, des fouilles ont été faites et on a retrouvé là, des emplacements de maisons, on a trouvé des objets qui avaient servi dans le quotidien des Vikings. Alors on est assuré que les Vikings étaient là et on a trouvé aussi des postes de traite au Labrador. Plusieurs endroits, on a trouvé des objets qui venaient d'Europe, des outils de métal. Alors on le sait, hein, ça c'est au niveau de l'archéologie, là, on est assuré que les Vikings étaient là. J'ai déjà lu oui. que dans ta démarche artistique, oui. Le terme archéologie, il est assez important quand tu expliques ce que tu fais. Oui, parce que j'ai l'impression que la démarche de quelqu'un qui fait des livres historiques, j'ai l'impression que c'est une forme d'archéologie, non pas dans la matière, mais une archéologie de la mémoire. Parce qu'on fouille dans notre mémoire, on a aussi des artefacts enfermés en nous autres. Et puis là, ben, il y a tout un processus que les écrivains font pour essayer de retrouver ces vieilles mémoires-là qu'on a dans le fond de notre inconscient. C'est un processus psychologique difficile à expliquer, puis que sûrement que des psychologues pourraient un jour analyser. Mais quand on est écrivain et qu'on s'intéresse à l'histoire, ben, on sait un peu qu'on fait un espèce de processus psychologique de s'enfoncer en dedans de nous autres, d'aller au niveau des symboles pour essayer de chercher des mémoires endormies, éveiller des mémoires endormies, en fait. Pierre Leron, oui. Qui est le personnage, le héros de Vinland, c'est vraiment un bonhomme assez fascinant, assez excentrique. C'est pas pour rien que tu l'as choisi là, pour, comment dire, c'est lui qui porte cette histoire-là, qui est, c'est un original là, dans son village à lui, dans sa culture à lui. Oui. Comment t'en es arrivé? En réalité, c'est une forme de subterfuge que je me suis créé pour réussir à parler de personnes qui étaient non, je dis pas des excentriques nécessairement, mais disons des gens qui sont pas en harmonie avec la civilisation dans laquelle ils vivent. C'est un marginal. C'est un marginal, c'est un contre-culturel. Et puis, c'est certain que la contre-culture m'intéresse depuis plusieurs années. Et puis, j'étais incapable de décrire quelque chose sur la contre-culture contemporaine. Mais je voudrais bien y venir. Ça fait peut-être aussi une dizaine d'années que je suis en train de travailler sur un livre pour essayer de raconter des témoignages de la contre-culture en Gaspésie de 1968 à 1985. Puis en même temps que je travaillais mon livre sur la contre-culture, j'ai écrit mon livre sur le Vinland. Le livre sur la contre-culture que j'écrivais, je prenais des témoignages de personnes des années 70 qui me racontaient des histoires. Mais j'étais incapable d'écrire un roman avec des personnages, des vraies personnes que j'ai vécues. Je n'étais pas prête à le faire, je le serais peut-être. Alors donc, le fait de me projeter il y a 1000 ans, puis raconter l'histoire d'un marginal, d'un militant, toi tu le nommes excentrique, mais c'est quelqu'un qui critique critique sa génération, il critique sa famille, il critique sa civilisation. Alors, j'ai senti que c'était dans la même lignée, mais le fait de l'écrire comme dans l'an 1000, ben, ça me donnait une distance. Je me suis permis de cette distance-là pour me libérer d'entraves que j'avais, de craintes que j'avais de parler du côté contemporain. Fait que le fait de me projeter comme ça dans le passé, mais c'était tellement excessif, c'était tellement violent, ça m'a permis de faire une espèce d'exorcisme aussi. Et puis de comprendre en lisant que ce n'est pas d'hier qu'il y a des personnes qui s'opposent à leur époque,
qu'il y a des personnes qui sont des militants, qu'il y a des personnes qui rejettent les valeurs d'une époque. Alors, ce n'est pas d'hier. Ça m'a aussi conforté dans ce sentiment-là que les militants d'aujourd'hui, ceux qui s'opposent à des forces de notre époque qui nous détruisent, il y a ces gens-là. Dans l'histoire, si on fouille, il y en a eu d'autres. Alors, à cette époque-là, à l'époque des Vikings, l'histoire que je raconte, entre autres, c'était une période où il y a des Vikings allaient et partaient de Norvège, par exemple, et puis surtout de Suède. Ils partaient de Suède, par exemple, et puis ils allaient chercher des esclaves le long des côtes slaves. Ensuite, avec leurs esclaves, ils allaient jusqu'à Bagdad pour les vendre. Alors imaginez-vous le voyage. C'est pas à la porte, ça, ce type de voyage-là. Alors mon personnage a été pris dans une expédition esclavagiste. Alors vous imaginez un poète, parce que mon personnage était un poète, qui a refusé, dès son jeune âge, il a refusé de mettre son talent au service de la gloire des guerriers. Parce que quand il était tout petit, sa mère lui faisait apprendre les dictes, la poésie de l'époque. Finalement, c'était glorifier la vie des guerriers. Et puis ce jeune homme-là, quand il était tout petit, il les a appris, ces dictes-là, c'est comme ça qu'on les appelait les poèmes de l'époque, des poèmes épiques. Il les a appris, mais quand il a commencé son adolescence, quand il allait dans les soirées publiques, au lieu de répéter ce qui glorifiait les guerriers, il déformait le sens des mots, évidemment que sa communauté l'a rejeté. Alors c'est à partir de ce rejet-là qu'il s'est retrouvé, on l'a mis sur un bateau en fait avec une exposition, avec une expédition esclavagiste, on a dit on va s'en débarrasser. Alors c'est l'histoire de ce jeune homme-là qui se retrouve dans une expédition esclavagiste. Bien sûr, ça accentue encore son désir de s'opposer à sa civilisation. Et puis ensuite, il décide de partir avec un groupe d'explorateurs. Il part de Suède, il se rend jusqu'en Finlande, en Islande. Imaginez-vous le voyage. Suède, Islande, Groenland, ensuite les côtes du Labrador et ensuite Terre-Neuve. C'était quand même incroyable. Pareil voyage, on le ferait maintenant avec un bateau à moteur. Imagine-toi que ça serait encore un voyage incroyable, imaginez-vous là. Le faire à l'époque, ils partaient des fois là, pour plusieurs mois. Là. Et puis quand ils allaient en expédition jusqu'à Terre-Neuve, ils partaient du Groenland parce qu'il y avait une colonie de Vikings qui était installée au Groenland. Il y était peut-être 5 ou 600 installés là. Et puis, il n'y avait pas de bois au Groenland. Alors, ils allaient à Terre-Neuve pour faire une expédition pour aller ramasser du bois pour construire leur maison. Et puis là, quand ils partaient pour une expédition comme ça, ils ne partaient pas pour quelques mois, là. Ils partaient peut-être pour 2 puis 3 ans. Alors, ils partaient avec les bateaux, des moutons, tout le Bataclan pour survivre pendant des mois. Et puis là, ils se retrouvaient à Terre-Neuve. Et puis là, à Terre-Neuve, ils coupaient le bois, ils le mettaient dans les bateaux. Et puis, ils en profitaient aussi pour ramasser toutes sortes d'autres choses. Des peaux d'ours blancs, ramasser du gras de phoque. Le gras de phoque, on le transformait un peu, on le brûlait, on avait une recette. Et puis ça servait beaucoup en Europe. C'était très utile pour calfater les bateaux. C'était une denrée aussi importante que le pétrole aujourd'hui. Et puis donc ensuite, il retournait chez lui en Suède, mais notre personnage, quand il a été à Terre-Neuve, eh bien, il est arrivé une histoire. Quelque chose qui vraiment m'attire beaucoup dans ton travail, particulièrement ici, dans le cas de Vinland, c'est comment tu as abordé le langage, le soin que tu as pris dans la forme. J'avoue que je suis très intrigué comment tu t'y es pris sur le plan, par exemple, lexical, pour justement aider au réalisme, aider à nous mettre, nous, comme lecteurs, dans l'ambiance du temps. Je voudrais savoir comment tu as fouillé ça, comment tu as réussi à te mettre dans cet état d'esprit-là. Quand on écrit un livre sur l'Empire, on lit beaucoup de choses qui ont rapport à cette époque-là. On lit les sagas des Vikings qui ont été écrits en l'an à peu près en 1200 ou 1300. On lit beaucoup de livres d'histoire, on lit des romans qui traitent du même sujet. Et puis, à mesure qu'on lit des romans, à mesure qu'on lit des livres d'histoire, à mesure qu'on lit les sagas des Vikings, il y a toutes sortes de mots que ces gens-là ont utilisés. Alors, c'est ce qu'on fait. On utilise ces mots-là, on les met dans un petit lexique personnel. Est-ce que le personnage de Pierre Leron est arrivé avant l'idée
de t'intéresser, d'écrire sur la culture viking? En réalité, le roman n'a pas du tout commencé par un viking. Le roman a commencé par une autochtone qui est tombée dans un trou. Dès la première page, on est happé. Puis en plus, c'était une histoire que je vivais avec un homme, puis qui se terminait. Alors donc, j'ai senti que je tombais dans un trou, et puis mon autochtone est tombé dans un trou. Alors là, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Une fois qu'elle était dans un trou, il faut que je fasse quelque chose. Une autochtone dans un trou, qu'est-ce que tu fais avec elle? Alors, j'ai fait un rêve. Cet homme-là est apparu, c'est un viking. Je sais pas c'est qui un viking. J'ai pas beaucoup lu sur l'histoire des vikings. Veux-tu me dire c'est qui un viking? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie des vikings? Un bel homme roux. Qui c'est cet homme-là? Ça fait que là, bon, ben, je me suis mis à lire sur les vikings. Et puis là, ben, j'ai découvert toute la culture viking. Et puis, en faire un marginal, en faire un homme qui rejetait la culture de son époque, ben, je trouve que c'est cohérent avec ma façon de faire. Parce que presque tous les personnages de mes livres, ce sont tous des personnes qui vivent en marge de la société, qui vivent en marge de la société. C'est une manière de parler. Ils sont dans une forme de contre-culture, en tout cas. Si on avait à résumer en une question ce qui porte Pierre Leron dans son espèce de quête, parce que c'est une quête, là. C'est quoi la question qui se pose, Pierre Leron? Mais c'est une quête d'identité. C'est une quête d'identité. D'abord, on le retrouve à une époque de sa vie où est-ce qu'il quitte le milieu familial. Il cherche sa place dans le monde. Qui n'a pas vécu une grande crise quand il est arrivé à cette époque-là de sa vie et de trouver sa place dans le monde? Hein? Tu fais le ménage entre les valeurs de ta propre famille. Tu vois la société maintenant, parce que dans l'enfance, on ne la voit pas. Alors, tu vois la société, tu vois le bagage que tu as de ta famille, et toi, comment tu vas te situer là-dedans? Alors, lui, Pierre Leron, au lieu de se situer en essayant de trouver sa place de manière pacifique, il s'est opposé catégoriquement à tout ce qu'il voyait. C'est une manière d'être. Tu sais, la contre-culture fait beaucoup ça aussi. Trouver son identité par l'opposition. C'est une façon qui est créative, à condition qu'elle ne soit pas destructrice. Après le Vinland, ouais. Là, tantôt tu nous as parlé le projet de livre sur la contre-culture qui mijote. Il est peut-être un rond en arrière. Je sais pas si tu as d'autres choses. Il est presque cuit. Il est prêt physiquement, il est imprimé, mais on veut faire des insertions à l'intérieur des images. Et puis là, ben, les insertions, on a peut-être une centaine d'insertions à faire. Fait que c'est beaucoup de manipulation. Fait qu'on va faire ça cet hiver, les insertions. Et puis on va lancer notre livre sur la contre-culture au printemps. Oh! Oui, il est prêt en fait. Oui, on fait des illustrations de notre jeunesse, de cette époque-là qu'on a vécu. Beaucoup de témoignages aussi, beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont vécu, cette période de révolution hippie, si on peut dire, puis des témoignages aussi de ceux qui ont regardé ce monde-là déambuler dans leur village, leur réaction. C'est une espèce de lien dans notre communauté. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre communauté? Mais ton intention, à travers ce projet-là, qui a demandé énormément de temps, d'énergie, de patience, ton intention derrière ça, c'est... Au niveau de la contre-culture, ouais. Mais l'intention, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est les phénomènes contre-culturels dans nos civilisations. Quand j'ai commencé à réfléchir, je pensais que les années 70 avaient été quelque chose de très original et de très unique. Puis en même temps que j'écrivais mon livre, ce personnage-là, que je le croyais unique, mais en réalité, ce sont des grands mouvements qu'on retrouve dans les sociétés régulièrement. Quand une société devient sclérosée et qu'il n'y a plus de lien entre ceux qui la dirigent et ceux qui sont dirigés, quand il n'y a plus de signification entre les deux, bien, qu'est-ce qui se passe? La contre-culture apparaît et la contre-culture fait éclater les structures. Alors c'est ça qu'on a vécu dans les années 70 et c'est ça qu'on se prépare à revivre encore. Est-ce que tu as une petite idée de quelle couleur ça va prendre? Parce que ça ne prendra pas la couleur, évidemment, de celle que Pierre Leron et les autres êtres libres de l'époque lui ont donnée. Ça ne prendra pas la même couleur que celle que vous avez vécue, vous autres, des années 70. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui nous attend? Puisque je sais qu'il y a des morceaux qui se mettent en place pour que des mouvements de contre-culture affrontent encore le pouvoir abusif qu'on vit. Inévitablement, c'est toujours ce qui se passe, c'est vieux comme le monde. Ça se vivait en l'an 1000. Ce jeune homme-là, au lieu de le mettre dans un groupe de résistants, je l'ai mis seul. J'aurais pu le mettre dans un groupe de résistants, j'aurais pu faire une organisation. C'est pas le choix que j'ai fait, parce que probablement j'avais des choses à comprendre personnellement, puisque je ne l'ai pas mis dans un groupe.
mais incontestablement, c'est des mouvements dans l'histoire, les soulèvements dans l'histoire, c'est souvent démarré par de la contre-culture. Rose-Hélène, hey, j'ai vraiment aimé ça, notre rencontre. J'espère que ça a été partagé par nos amis. Je te remercie beaucoup, beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté.